Ravi de vous retrouver pour ce grand format de l'actualité, les titres du journal. À la une ce soir, nouvelle tension au sein de l'église évangélique du Cameroun. Le général des divisions Gambou Ezaï en colère contre le ministre de l'administration territoriale. Dans un communiqué rendu public en juin 2023, Paul Atangandji aurait tenu des propos qui ont énervé ce fidèle de l'église évangélique du Cameroun, des envolées lyriques qui sous-tendent à la provocation. Et puis, divorce désormais consommé entre certains présidents des clubs et le président de l'instance fêtière du football camerounais. Dans des sorties épistolaires, Henri Djalakouane et Justin Tagou de Bamboutos de Mbouda dénoncent la gestion calamiteuse du football camerounais. À suivre également dans ce journal, acculé par les députés à l'Assemblée nationale au sujet des multiples scandales, Joseph John Gouté s'est exprimé sur les accusations de détournement de fonds destinés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et à la lutte contre le coronavirus. Vous écouterez le chef du gouvernement dans ce 20h. Bonsoir à tous et merci de choisir nos antennes pour vous informer. Ouvrons ce journal avec ce calme de cimetière au quartier Miniferme, c'est dans la ville de Yaoundé. La fermeture par le sous-préfet de Yaoundé 6 de plus de 200 bars, salles de jeu et motels a été appréciée par certains alors que les tenanciers des espaces de loisirs crient à l'asphyxie. Tous s'expriment dans ce grand reportage signé Emmanuel Job et Marcelin Gansop. Nous sommes sur la principale rue de Miniferme au quartier Mélène à Yaoundé, au lendemain de la mesure de l'autorité administrative, notamment le sous-préfet de Yaoundé 6 qui ferme les bars, snack-bars, motels et autres espaces de loisirs. C'est vrai, ce n'est pas l'ambiance habituelle, même si quelques jeux de lumière peuvent laisser penser qu'il y a effectivement de la vie de ce côté-ci. Bon, ça a été d'abord un choc, mais c'est aussi une joie de savoir qu'il n'y a plus autant de désordre. On ne trouve plus beaucoup de bandits comme d'habitude, de bordel et tout le désordre qu'il y avait là avant. On ne pouvait pas faire une soirée cela sans avoir une bagarre. Et aussi beaucoup de bandits qui étaient là devant les snacks pour interpeller ceux qui passent pour les fouiller, pour les agresser, donc c'est pas facile. Je suis ici, ça fait pratiquement peut-être 6 ans et demi. Tout ce désordre-là nous mettait mal à l'aise. Oui, parce que mon activité particulièrement me permet de nourrir ma petite famille que j'ai. Malgré que tout ce qui se passe là nous met mal à l'aise, mais on n'a pas le choix parce que nous sommes du quartier. Nous sommes devant l'un des bars les plus célèbres de Miniferme. Son nom, Coton Sport, le nom d'un célèbre club de football au Cameroun. Sauf que depuis quelque temps, ce bar, comme bien d'autres, ont été scellés sur ordre du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 6. Évidemment, la mesure n'est pas du goût des propriétaires de ces espaces de loisirs. C'est ce qu'ils travaillent. C'est notre salle de jeu, on joue. Ils sont venus sceller. Ils font des enfants combien? 2 enfants. Et fait comment? On m'envoie où? Est-ce que vous êtes d'accord lorsqu'on dit qu'il y a beaucoup d'insécurité ici? Beaucoup d'insécurité comment? Mais il y a une brigade de recherche, il y a tout ceci, ils doivent gérer ça. La brigade fait quoi? Est-ce que c'est venu prendre chaque jour, prendre les gens, aller payer les 20 000, aller payer les 15 000, aller payer les 25 000? Bon. Il faut me dire, l'argent là ne pas où? Chaque fois ils viennent prendre les gens, on paye. Si l'insécurité, ils doivent chercher. Depuis que c'est fermé, on ne s'en sort plus. On ne vend plus rien à cause d'un individu qui vient tuer les gens à Miniferme. Oh, avant on ne vivait pas comme ça là. On s'en sortait quand même au moins. Mais maintenant on ne vend plus rien. Vous voyez la marchandise. Moi je ne vends pas. Je suis là depuis 11 h. Je ne vends pas. Et d'ici 22 h il faut qu'il emballe. Je vais m'en sortir comment avec les enfants. La rentrée, je vais faire comment? Mettez-vous aussi à ma place. Il est 21 h, c'est un calme de cimetière. Pourtant, nous sommes sur l'un des couloirs les plus fréquentés par les prostituées, ici à Miniferme. On a l'impression que la mesure du sous-préfet de Yaoundé 6 a également un impact sur cette activité proscrite par la loi. Peut-être par rapport au rafle qui se passe constamment, qui fait fuir les filles peut-être. Mais elles sont souvent très nombreuses ici, non? Oui, très nombreuses, mais je ne les vois plus. Moi-même, je ne les vois plus. Depuis quand vous ne les voyez pas? Il y a de cela 2 à 3 jours. Il y a les rafles qui se passent, il y a les filles qui n'ont pas les cartes. Si vous voyez si c'est calme, c'est parce qu'il y a un mouvement qui se passe dans le secteur. C'est pourquoi vous ne pouvez pas voir une dame dans les environs. Parce qu'elles sont tous alertées. Parce que celle qu'on va constater serait raflée et serait ramassée. Ça nous énerve
nous tous. Ça devient rude. Pourquoi rude? Alors ici c'est un motel comme il en existe de nombreux. Ici à Mélène, un motel qui servait de chambre de passe, il a donc été scellé. Depuis lors, c'est un peu le calme sur ce couloir qui est très souvent arpenté par aussi bien les hommes que les femmes à la recherche du plaisir. Nous avons des enfants qui vont à l'école qui ne parviennent pas à rien faire à cause de ces prostituées-là. Nous demandons à nos frères qui ont pris de la peine à louer les maisons au bordel d'arrêter ça. Quand vous montrez ce qui les appartient ici, personne n'habite ici. Mais qui de leur quartier pour venir déranger tout un village comme celui-ci, où les enfants ne peuvent pas s'exprimer à cause de la prostitution. Nous avons assez de ça. Donc vous êtes d'accord avec la mesure du sous-préfet, c'est ça? Très d'accord. Mais un mois là c'est petit, les barreaux on peut les ouvrir, hein, ça ne nous dérange pas. C'est une mesure qui est saluée par ceux qui ont leurs habitudes ici à Mini-Ferme. Ces derniers relèvent que depuis que l'autorité administrative a pris cette décision, il y a un peu plus de calme par ici. Le désordre qui avait pignon sur rue a disparu. Et pas ton nom pour la main, ton nom 1000 francs. Toujours à Yaoundé, le plateau technique du poste de santé aux frontières de l'aéroport est dans un état inquiétant. Salles de prise en charge non fonctionnelles et le non-respect des exigences de contrôle par les voyageurs sont entre autres les points relevés au cours de la visite de contrôle du ministre de la Santé publique. C'était en présence de nos reporters Emmanuel Job et Ben-Christy Moudio. Pour accéder à la salle de déchocage de l'aéroport de Simalène, il faut se plier en cadre. À l'intérieur de ce lieu destiné aux premiers soins en cas d'urgence, le matériel médical est empilé ça et là, mais la salle n'est pas fonctionnelle. Tant qu'il n'y a rien, ça va. Mais le jour où on a un incident, tout de suite, on va nous demander qu'est-ce qu'on a fait. C'était pour ça qu'on avait demandé ça, c'était pour ça qu'on avait donné le matériel, pour qu'on installe une salle de déchocage. Le même constat est posé dans la pièce suivante. Des matériels sanitaires vieux et neufs se chevauchent dans un désordre indescriptible. Le dispositif sanitaire du poste de santé aux frontières d'une Simalène ne paie pas de mine. Un aperçu qui annonce la couleur des problèmes auxquels font face les personnels déployés ici. Mais ils ne mettent pas de l'ordre là. Quand il y a un cas, par exemple, il faut vite réagir et on n'a pas la technique, le plateau technique adéquat. Donc on fait tout, comme on a l'ambulance pour l'amener en ville. Et des fois en ville, les hôpitaux ne veulent pas les prendre. Outre le plateau technique, le non-respect du contrôle par certains voyageurs handicape le fonctionnement du poste de santé. Quand on fait nos contrôles, il y avait le test Covid, les gens ne voulaient pas se soumettre. Et il y a aussi ce problème de trafic d'influence. Normalement, tout le monde doit passer au contrôle sanitaire. Or, entre guillemets, ce sont les citoyens lambda qui se soumettent généralement, mais la grande classe refuse généralement et tu ne peux pas les forcer. Il y a le problème de carnet, les diplomates qui ne veulent pas aussi se soumettre. Pour le ministre de la Santé, la restructuration de ce poste de santé est urgente. Il nous faut des salles de déchocage, d'abord à l'intérieur même, n'est-ce pas, de l'aéroport. Ça nous permet de stabiliser le malade avant de pouvoir le référer pour quelque part. Il nous faut un PSF digne de ce nom. Et c'est pour ça que nous avions en son temps imaginé la construction de ce CMA au niveau de Simalène. Les engagements pris par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, concernent également ce centre médical d'arrondissement en construction à quelques pas de l'aéroport. Cette formation sanitaire est encore en attente d'équipement. Et la situation est différente dans d'autres localités du pays. Dans le sud-ouest, par exemple, le personnel soignant célèbre de nouvelles infrastructures sanitaires à Boya ainsi qu'à Limbé. Des bâtiments dotés d'un équipement de qualité. Manaouda Malachi prescrit une prise en charge efficace et rapide des patients à des coûts abordables. Colin Standan, François Dikoumé et Julie Guignondé. Nouveaux équipements dans les hôpitaux régionaux de Boya et Limbé, dans le sud-ouest. Cette action fait suite aux travaux de rénovation du centre d'imagerie médicale de l'hôpital régional de Boya et au relèvement de son plateau technique avec un matériel de pointe. Il s'agit entre autres d'un scanner, un appareil de radiographie numérique, un appareil de mammographie pour ne citer que cela. Le ministre de la Santé publique, descendu pour procéder à la réception et à la mise en service officielle des infrastructures, invite le personnel sanitaire
a gardé le cap en donnant sens à la politique d'humanisation des soins de qualité, des services à des coûts abordables. We provide 6 equipment. I think that is the updates of the plateau technique, what we call in French, to take better more the health of the population. So, Manaouda Malaché rassure que d'autres investissements seront faits, notamment l'installation d'une IRM, l'augmentation du nombre de couveuses. Rappelons que les villes de Boya et Limbé sont en proie à la crise anglophone depuis plusieurs années. Des affrontements qui ne cessent de faire des victimes, parmi lesquels des blessés et des morts. Que se passe-t-il entre le ministre de l'administration territoriale et le général des divisions Gambou Ezaï? Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l'homme en tenue dénonce avec la dernière énergie les propos du Minat dans une correspondance, le qualifiant, je cite, d'individu sans foi ni loi. Fidèle de l'église évangélique du Cameroun, il interpelle son pasteur de dire à Paul Atangandji de s'abstenir de pareilles dérives langagières pouvant créer des vives tensions. Cédric Chouna et Julienne Berté-Bissaï. Concentrés à suivre le culte de dimanche, les fidèles de l'église évangélique du Cameroun sont plutôt surpris par un coup de colère inhabituel d'un de leurs frères en Christ, le général de division Gambou Ezaï, s'adressant au pasteur de son église de parler à Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, qu'il a traité de tous les noms d'oiseaux de mauvais augure dans un communiqué, condamnant la réforme de l'église évangélique du Cameroun décentralisée, engagé par un groupe de chrétiens. Dans un problème où un général de division a mis son nom, il ne saurait me traiter d'individu sans foi ni loi. Je le dis devant le bon Dieu, il n'en a pas le droit de traiter un général nommé avant lui. Le petit qui partira avant lui. Je suis général toute ma vie. Plus qu'excédé par une attitude du patron du commandement territorial camerounais, Gambou Ezaï, symbole de la grande muette, hausse le ton pour ce manque de respect d'un ministre de la République à un officier général aux états de service irréprochables dans la défense de la patrie. Il ne faut pas exagérer. Nous avons nos problèmes dans l'église, mais ce n'est pas avec des tons de propos moqueurs, de la provocation. Et chercher à savoir qui est qui dans ce pays. Nous les connaissons. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Très courroucé, le général de division Gambou Ezaï charge son pasteur de dire au ministre Paul Atangandji de cesser à l'avenir de telles dérives langagières aux allures de déclaration de guerre. Je souhaiterais que, avec les taxes que je vous connais, vous puissiez appeler son attention sur les envolées lyriques qu'on utilise à l'endroit des citoyens ordinaires. On ne m'a jamais traité de cette manière. Et j'aurai l'occasion de le rencontrer. J'espère qu'il sera encore là. Le général de division Gambou Ezaï a donc vidé son sac, tout en espérant que le ministre de l'administration territoriale revoie ses façons de s'adresser aux hautes personnalités militaires de son rang, qui ont consenti des sacrifices énormes pour la préservation de la paix au Cameroun. Reliant la région du littoral à celle de l'ouest et du nord-ouest du pays, la route nationale numéro 5 est un parcours de combattants pour ceux qui l'empruntent. Entre Bourbillet et Nidpoul, elle fait vivre aux usagers un indescriptible calvaire. Equinox Télévision a déployé une équipe pour ressortir dans une série de reportages l'état catastrophique de cette route. Premier arrêt ce jour sur l'axe Bafoussam-Bafang. État de lieu dans ce reportage de Danny Warren-Zede et Vivien Tonfac. C'est ici au lieu du gare routier Ndiandamba Bafoussam que les transporteurs les plus téméraires embarquent des passagers à destination de Bafang. Un véritable parcours de combattants que nous invitons à découvrir avec nous. 16 km après Bafoussam, le cauchemar des usagers commence ici à Songbanjoun,
dans le département du Konki. Sur ce qui tient lieu de route, les couches de bitume ont disparu. Les larges cavités qui se sont créées ont pris le pouvoir, imposant aux automobilistes de rouler avec une extrême prudence. À toute position, il faut aller tout doucement et puis si par malchance tu peux même avoir des pannes, même le bras qui s'arrache, les amortisseurs, tout est consort. Quittant de Bafang jusqu'à Bafoussam, c'est tel qu'on ne peut pas supporter, franchement. Traverser Banjou jusqu'à Batié, c'est la mort. Tous les creux qui sont là-bas, les nids, même pas les nids de poules, mais les creux, comme si c'était des fosses qu'on a creusées en route. Jusqu'à Bafang, il n'y a aucun changement. Ça veut dire qu'une route qu'on pouvait faire 30 minutes, 45 minutes, on se trouvait dans 2 heures de temps avec la petite voiture ici pour arriver là-bas. Des pièges, il y en a partout. Et à chaque centimètre sur ce tronçon, à l'image de ce pont à Baham, où en tentant d'esquiver les 2 trous au milieu du semblant de chaussée, la plus grande probabilité d'atterrir dans cette rivière. Si tu n'es pas technicien, vraiment, ça serait tellement difficile pour toi de rouler sur cette route. Le plaisir de voyager est une chimère, malgré ces beaux paysages, encore plus au niveau du col de Batié. Où ces gigantesques trous rendent incertaine l'arrivée. Au bout de ce périlleux périple, peu sont les véhicules qui échappent au service d'un mécanicien. Comme quitter ici pour Bafang, la route n'est pas bien et le colline qui est là-bas est trop mauvais. Il faut le bon frein. Chaque jour que je voyage, je suis au garage. Hier, je suis parti de mon village Bafang pour Bafoussam. Arrivé à Baham, j'ai eu un problème très grave parce que c'est en train d'avoir des crevasses qu'on trouve partout en route là. Et c'est pour ça que j'ai passé la nuit à Bafoussam. À cause de la baisse drastique du trafic sur ce tronçon, les activités au péage de Banja ont pris un coup. Et les petits commerçants qui y gagnaient leur vie se mordent désormais les pouces. Quand la route passait, ils pouvaient vendre même 5 000 jours. Mais maintenant, s'ils ne pouvaient pas avoir même 2 000. Et je viens comme ça, là, je vais au péage à 8 h, je rentre parfois à 18 h, sans avoir même 1500. Avec l'état de la route là, les voitures fuient, ils ne veulent pas passer sur la route. Ils disent qu'il y a les trous en route, que l'État ne veut pas arranger la route. Nous, on est vraiment gênés. Les fruits de la passion que je suis venu depuis le matin avec, mais voilà ça qui est posé là. Je n'arrive pas à vendre, c'est vraiment décourageant. Par jour comme ça, on pouvait vendre même 6 000, même 7 000. Mais maintenant, là, on ne parvient pas à vendre même 1 500. Vraiment, avec l'état de la route. Toutes les voitures qu'on tourne maintenant par centre ou par Baganté. On ne vend rien. Cette plaque annonce l'imminence des travaux d'entretien. Mais selon les usagers, l'état de dégradation actuel recommande plus une réhabilitation complète. Au-delà du supplice qu'il inflige aux usagers, l'état désastreux de l'axe Bafoussam-Bafang a pratiquement asphyxié l'économie des populations riveraines. Sur la nationale numéro 5, nous sommes Dani Warenze 2, Vivien Tonfak pour Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, acculé par certains députés à l'Assemblée nationale au sujet des multiples scandales impliquant certains départements ministériels, Joseph John Gouté s'est expliqué sur la CanGate, le Covid-Gate, ainsi que sur les problèmes relatifs à l'établissement de la carte nationale d'identité. Nos reporters Joël Essingé et Guy Zogo ont capté quelques réponses. Voici le compte rendu. La CAN 2019 et la gestion des fonds Covid-19 étaient au centre des préoccupations des députés lors de la séance des questions orales au Premier ministre. Jean-Michel Ninche du SDF s'est apaisanti sur la CAN 2019. Le complexe sportif d'Olembe est inachevé malgré les surfacturations. La phase 1 n'est même pas encore achevée alors que le coût initial du complexe sportif est déjà passé de 163 milliards à près de 250 milliards de francs CFA. À ce propos, le Premier ministre a laissé entendre que des efforts sont menés pour la finalisation de ces infrastructures. Le gouvernement travaille
actuellement avec l'entreprise Magil en vue d'aplanir certaines divergences et de poursuivre la collaboration pour la finalisation de cet important projet. S'agissant des fonds Covid 2019, le député s'est fait l'écho de ce que des membres du gouvernement s'étaient soustraits aux auditions de la justice. Que voulez-vous que nos compatriotes retiennent quand un ministre refuse de se faire simplement auditionner à plusieurs reprises par la justice de notre pays? Sur ce point, le Premier ministre a affirmé qu'il n'en a pas été question. Nous n'avons connaissance au niveau du gouvernement de l'information selon laquelle des personnalités auraient refusé de se faire auditionner dans le cadre des enquêtes. En tout état de cause, je n'ai jamais été auditionné. Quant au volet de la carte nationale d'identité, son indisponibilité a été mise en exergue une fois encore. Pourquoi les services compétents sont dans l'impossibilité totale de délivrer les cartes nationales dans les délais impartis lors de l'établissement des dites cartes? Monsieur le Premier ministre, quelles sont les mesures urgentes envisagées pour prémédier à cette situation? Pour le Premier ministre, sa rareté est à attribuer aux fraudes. Les retards qui s'observent quelquefois procèdent de la nécessité de sécuriser la nationalité camerounaise, dans un contexte où les fraudes multiformes sont susceptibles de l'entacher. En effet, le traitement des demandes met en exergue le fait qu'il existe dans les pièces constitutives des dossiers des actes d'état civil falsifiés dont la prise en compte occasionnerait les identités multiples. Loin de concéder quelque tort au gouvernement, le Premier ministre s'est employé à défendre sa chapelle, pour ainsi dire, bec et ongles. En date du 2 juin 2023, Ketcha Cortez procédait à la nomination des responsables dans son département ministériel sans l'aval du Premier ministre. Le chef du gouvernement a annulé ces nominations entachées de violation des règles de compétence, faisant ainsi valoir son pouvoir réglementaire. Jean-Paul Boyo pour d'autres précisions. Marqué au sceau du Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté, les nominations effectuées en date du 2 juin par Célestine Ketcha Cortez sont rapportées. Daté du 29 juin, le communiqué du chef du gouvernement souligne que ces nominations sans son aval hiérarchique sont entachées de vices de forme et de violation des règles de compétence en matière de nomination à des postes de responsabilité dans la fonction publique de l'État. Cette décision prise par John Gouté témoigne de son souci d'exercer le pouvoir réglementaire qui lui est dévolu par la Constitution, mais aussi démontre combien il tient son rôle de bonne gouvernance. Cette rectification des décisions portant sur la nomination de certains responsables à titre intérimaire dans les services centraux du ministère de l'Habitat et du Développement urbain émane ainsi d'une volonté de bonne gouvernance affichée de la part du Premier ministre au fin de faire respecter les règles et procédures en vigueur. Et dans le reste de l'actualité, une importante cargaison de produits agroalimentaires issus de la contrebande a été saisie ce jour au marché Mbopi. Une opération coup de poing menée par une équipe de la 2e région de gendarmerie. Le secteur agroalimentaire, comme bien d'autres secteurs de l'économie du Cameroun, est en effet frappé de plein fouet par le phénomène de la contrebande. Les opérateurs économiques dénoncent une concurrence déloyale. Théophile Chouke et Kevin Thiogo. Une pléthore de produits de consommation en provenance des pays étrangers qui inondent le marché camerounais sont issus de la contrebande et quelquefois de la contrefaçon. Des importations via des circuits illégaux qui font perdre chaque année à l'État du Cameroun environ 200 milliards de francs CFA et un manque à gagner énorme chez les opérateurs économiques. Ça nous coûte énormément de pertes. Vous convenez avec moi que un opérateur économique qui embauche près de 400 employés ne peut pas s'investir et que des personnes non identifiées viennent gâter le marché. Ça cause énormément de pertes à notre employeur. Donc du coup, nous sommes butés. Au marché Mbopi, l'un des plus grands espaces marchands de la ville de Douala ce lundi, les équipes de la 2e région de gendarmerie mènent une opération coup de poing. Qui nous permet de travailler. Maintenant, si tu veux trouver la descente inopinée va permettre la saisie d'une importante quantité des produits agroalimentaires. Opération coup de poing coordonnée personnellement par le général Ekongwese, commandant de la 2e région de gendarmerie, qui a été saisi
par les autorités compétentes. Sur le terrain, nous avions trouvé d'autres produits, la contrebande, comme vous le saviez, et ça fait partie des missions régaliennes de la 2e région. Et le général, depuis son arrivée dans la région, particulièrement à Douala, lutte contre tous ces produits de contrebande, les produits frélatés et autres. Des responsables de plusieurs boutiques commercialisant ces produits sont également interpellés. Un jeune homme là qui, en fait, un gars qui m'a demandé de l'aider à vendre quoi. Apparemment, il devait avoir, je ne sais pas s'il a ça ou pas, il m'a demandé de l'aider à vendre, il m'a donné le prix. Bon, je suis mis là. Apart from these imported goods, people will not live in this country. You can take for example this chinoise. Apart from chinois shoe, if you go to Fiperi, you cannot eat. La contrebande reste une infraction condamnée par les articles 55 et 472 du Code des douanes CEMAC. Les commerçants sont de ce fait appelés à la vigilance dans l'achat des produits. Parce qu'à toutes ces personnes, on leur demandait, on leur posait des questions, de nous montrer au moins leurs fournisseurs. Ils étaient incapables. Vous voyez, ils achètent ça derrière le marché, un camion qui vient garer, on ne sait d'où ça sort, et ils prennent. C'est comme ça que c'est éparpillé dans la ville, et la population est exposée avec tous ces produits. Ces actions devraient s'intensifier afin de préserver la santé des Camerounais et optimiser les recettes douanières. Ce qui passe également par le renforcement de la surveillance au niveau des frontières et la lutte contre la corruption. Toujours en économie, les partenaires financiers apportent leur soutien à la CEMAC. Les responsables de l'Union européenne, de la Banque européenne d'investissement ainsi que de l'Agence française de développement ont eu des échanges avec les équipes du PREF CEMAC. Une convergence de vues se dégage sur la nécessité de financer environ 13 nouveaux projets intégrateurs de la CEMAC. Innocent Abega et Achille Kamga. L'Union européenne accueille avec intérêt l'annonce d'une table ronde sur le financement des 13 nouveaux projets intégrateurs prioritaires de la CEMAC. Les discussions bilatérales ont permis à l'équipe technique du PREF CEMAC de préciser les objectifs du nouveau portefeuille de projets. Il s'agit de renforcer l'intégration économique par la construction de 2 ports secs, l'un à Ebibine, dans la zone des 3 frontières Cameroun, Guinée, Équatoriale, Gabon, l'autre à Ngeli, entre le Tchad et le Cameroun. Enfin, l'axe 4 porte sur la diversification économique. Il s'agit d'appuyer le développement, l'industrialisation de la filière bois. Le même exercice s'est effectué lors des discussions avec le président de la Banque européenne d'investissement au Luxembourg, ainsi qu'au cours de la séance de travail avec le directeur général de l'Agence française de développement à Paris. Une convergence de vues se dégage. La CEMAC attend avec optimisme que les nombreux soutiens obtenus se transforment en annonce de contribution. Nous pensons, comme on l'a dit, à la BEI et même à la FD, essayer autant que faire se peut d'assurer un meilleur suivi de nos projets, être beaucoup plus proche. Je pense ne pas avoir trahi les échanges que nous avons de manière un peu ramassée, ce que nous sommes dit, et nous partons avec bon espoir. Et on l'a dit dans les remerciements, le fait que vous y soyez vous-même là, la même chose au niveau de la BEI où le patron était là, et nous pensons que cela ouvre la voie à une nouvelle forme de coopération. Vous avez parlé vous-même de changement de paradigme. Le coût total des montants recherchés par la CEMAC s'élève à 7,62 milliards d'euros. Ce montant est nettement supérieur à celui recherché lors de la table ronde de 2020, preuve du dynamisme économique et du processus d'intégration dans la sous-région Afrique centrale. Après l'Europe, la délégation ministérielle de la CEMAC se rendra la semaine prochaine aux Émirats arabes unis à la rencontre de la finance islamique. Et hors des frontières du Cameroun, Ousmane Sonko sort de sa réserve. Dans un direct de près de 2 heures, l'opposant politique sénégalais appelle à une mobilisation du peuple à quelques heures du discours du président Macky Sall, qui va peut-être se prononcer sur sa candidature à la prochaine élection de 2024. Ousmane Sonko appelle également le peuple à se mobiliser pour la libération des prisonniers politiques. Josiane Gok et Hubert Michel Kameni. Au moment où le discours du président Macky Sall sur les possibilités de se présenter pour un 3e mandat à la présidentielle de 2024 reste attendu, Ousmane Sonko
appelle à la mobilisation des Sénégalais dans un direct de près de 2 heures sur sa page Facebook. Lorsque la majorité du peuple ne se reconnaît plus dans un régime et qu'il le démontre de cette manière, l'armée nationale doit être du côté du peuple. Nous devons sortir massivement pour affronter le régime Macky Sall et lui dire que ce ne sera pas à lui de choisir aux Sénégalais les candidats qui devront s'affronter pour la prochaine élection présidentielle, mais encore moins le prochain président de la République. Quelques jours plus tôt, avant la célébration de la fête musulmane de la Tabaski, alors que les élus locaux avaient organisé une motion de soutien en sa faveur, Macky Sall a laissé entendre que la feuille de route pour faire du Sénégal un pays émergent en 2035 était déjà balisée. Un flou qui persiste depuis lors. Face à cette déclaration et celle qui reste attendue, l'opposant Sonko invite le peuple sénégalais, libre et souverain, à se mettre debout pour faire face à leur destin. Au nom des principes et des valeurs, au nom de la démocratie, devrions-nous continuer à accepter qu'un seul homme parmi 17 millions ait un droit de vie et de mort politique sur qui il veut, et à chaque élection présidentielle ait le pouvoir, en instrumentalisant une justice totalement aplatie, de dire tel sera candidat et tel ne le sera pas. Mais dans cette seconde hypothèse où le président Macky Sall déclarerait sa candidature, je crois qu'il incombe à tout le peuple sénégalais de se mettre debout, de lui faire face et de dire non. Élu en 2012, puis réélu en 2019, le président Macky Sall avait fait modifier la Constitution en 2016 avec une clause qui stipule que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Pourtant, ses partisans le présentent comme leur candidat naturel, arguant que la révision de la Constitution a remis les compteurs à zéro. Un dialogue national s'est tenu il y a 10 jours avec les leaders de l'opposition. Ceci à l'initiative du président Macky Sall. Sonko, n'ayant pas pris part à cette concertation, la qualifie de deal avec l'opposition pour l'éliminer de la course à la présidentielle. Et ce qui va se passer les prochains jours n'est autre que la pose du dernier acte pour finir ce complot contre ma candidature. Rappelons que Ousmane Sonko demeure en résidence surveillée depuis sa condamnation il y a 1 mois à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Il a en outre appelé les Sénégalais à se mobiliser pour réclamer la libération des détenus politiques et pour mettre fin à sa détention administrative. Dans la page sport de ce journal, le divorce est désormais consommé entre certains présidents des clubs et le président de l'instance fêtière du football camerounais. Dans des sorties épistolaires, Henri Djalakouane et Justin Tagou de Bamboutos de Mbouda dénoncent la gestion calamiteuse du football camerounais. Belmondo Djouaka. Le divorce est désormais consommé entre certains présidents des clubs et le président de la Fédération camerounaise de football. C'est le cas de Henri Djalakouane Jr., 4e vice-président de l'instance fêtière du football camerounais, qui a décidé de briser le silence après sa suspension du COMEX. Le président de Djalakouane Sport Academy a entrepris depuis quelques jours de dire sa part des vérités sur la gestion de la FECAFOOT et des équipes nationales. Dans le lot de ses confessions, Henri Djalakouane Jr. revient sur le scandale au sein de la tanière des Lions lors du mondial 2022 au Qatar. Pour l'ex-membre du COMEX, Samuel Eto'o serait derrière le départ d'André Onana de l'équipe nationale du Cameroun. Henri Djalakouane Jr., dans sa sortie, critique ouvertement Samuel Eto'o pour son attitude dictatoriale et ses échecs dans la gestion du football camerounais. Il a entre autres appelé à une réforme et à la dissociation des collaborateurs douteux pour redresser le football. En guise de bouquet final à sa sortie épistolaire, dans laquelle il dénonce notamment avoir été menacé de mort après avoir demandé des détails sur certains contrats de sponsoring, Henri Djalakouane a notamment établi un listing de questions qu'il se pose à propos de l'ancienne star de l'équipe nationale qu'il perçoit comme un véritable gourou. Celui qui dit avoir pris sa suspension du COMEX via les réseaux sociaux s'étonne du fait que ce soit le même homme qui a déshonoré l'ensemble des Camerounais, humilié le chef de l'État en refusant de prendre le drapeau national lors de la cérémonie traditionnelle de remise des drapeaux présidée par le Premier ministre chef du gouvernement avant la Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2014, qui a notoirement manqué de respect au président Iya Mohamed à de nombreuses reprises en tant que capitaine des Lions indomptables et qui a commis d'autres actes d'indiscipline, devient subitement
comportement indisciplinaire. En guise des conseils, Henri Njalakwan demande à Samuel Eto'o d'ouvrir la Bible et de relire l'histoire de David et Goliath s'il ne l'a déjà fait, tout en le rappelant en même temps qu'il y a encore des Camerounais qui aiment leur pays et que tous les Camerounais ne sont pas des affamés, corrompus et sataniques. Pour sa part, le président de Bamboutos Football Club de Bouda, Justin Tagou, soutien de la première heure de Samuel Eto'o et dont le divorce est également consommé après le refus d'octroi de licence CAF au club le plus populaire du Cameroun, fait savoir dans une sortie qu'il ne présentera pas des excuses à Samuel Eto'o et le traite d'ailleurs de psychopathe. Pour lui, c'est à Samuel Eto'o de s'excuser auprès du général Semengue, du capitaine Fetieu, du président Kamdem, tout en rappelant au président de l'instance fêtière du football camerounais que la FECAFOOT n'est pas sa propriété privée. Après Njalakwan Junior, on peut dire que la guerre est officiellement ouverte entre Samuel Eto'o et le président du Bamboutos Football Club de Bouda. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez la deuxième partie d'Equinox ce soir avec Guy Zogo depuis Yaoundé. Quant à moi, je vous dis demain lorsqu'il sera 20h.